Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième capsule sur ChatGPT. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières capsules, j'ai mis justement dans notre chat à nous, le chat Zoom, le lien qui donne accès aux enregistrements des deux premiers sur la chaîne YouTube. Je vais y faire, allusion dans la présentation. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas parce que j'ai été plus active, comme je disais tout à l'heure, avant le début de l'entrevue, sur LinkedIn pour faire annoncer l'événement d'aujourd'hui. Donc, mon nom est Sylvie Lemieux. Je suis traductrice et réviseur. Je suis chercheur. Je suis titulaire d'un doctorat en traduction, plus particulièrement en neurosciences. À l'époque, quand je l'ai fait, il y a une vingtaine d'années, on parlait de neuropsychologie. Aujourd'hui, on parle de neurosciences. Et c'est quoi le lien entre ChatGPT les processus cognitifs? Neurosciences, j'ai étudié les processus cognitifs en traduction. Ben, c'est pour nous aider à structurer notre façon de faire affaire avec la bête ChatGPT. Alors, si on connaît bien nos processus cognitifs, mais on va savoir quoi demander à ChatGPT. Parce que là, c'est sûr qu'on a tous essayé on a tous essayé ChatGPT à notre façon, mais pour notre travail, comment l'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai invité M. Philippe Mercier à se joindre à nous, qui est le PDG de WorldScope, parce que, à ma connaissance, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais c'est la première application qui intègre un module de ChatGPT à l'intérieur et dont les fonctions, il va nous expliquer ça tout à l'heure, ce qu'on appelle communément les prompts en bon français, sont paramétrés pour le travail des traducteurs. Alors, Philippe, je vais vous laisser la parole, puis pourriez-vous vous présenter un petit peu, parce que malheureusement, on ne vous connaît pas ici, mais on a hâte de vous connaître. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux partager mon écran aussi comme ça? On Oui, est allez-y, prêt? quand vous voulez. Euh, voilà. Donc, PowerPoint. Je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint. Oui, très bien. Voilà. Mmh. Donc, je ne vais pas vous montrer beaucoup de slides. On va vraiment, comme Sylvie m'a demandé, on va parler que de ChatGPT, que l'option de ChatGPT dans WorldScope et de la confidentialité de ChatGPT. Donc, moi, ça fait 25 ans, peut-être un peu plus même, que je suis dans le domaine de la traduction. J'ai travaillé pour différentes agences de traduction. Je ne suis pas traducteur moi-même, je suis informaticien. Mais dans une autre vie, j'ai écrit une dizaine d'ouvrages d'informatique, donc tout ce qui est l'écriture m'a toujours intéressé aussi. Et donc, j'étais amené à travailler sur des grands projets de localisation pour des clients comme Sony ou l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Et donc ici, ce que maintenant, avec WorkScope, on a voulu faire, c'est créer un outil de traduction assistée par ordinateur, comme vous en connaissez d'autres, Trados, MemSource, etc., dans lesquels on va essayer de regrouper un maximum d'informations, que ce soit mémoire de traduction, traduction automatique, des glossaires comme Termium, l'IATE, et aussi maintenant ChatGPT comme un outil supplémentaire pour éviter que le traducteur doit avoir 25 tabs ouverts dans Google pour aller chercher l'information sur tel ou tel site et de passer du site de Terminus ou à ChatGPT ou à un autre. Donc, aujourd'hui, donc, ce qu'on va voir, Sylvie me disait que la sécurité, c'est quelque chose important et c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour ChatGPT, ici en Europe aussi d'ailleurs, puisqu'on a le fameux règlement général de protection des données qui est très strict sur, d'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez entendu, mais par exemple, ChatGPT avait été interdit en Italie dans le cadre de ce règlement parce qu'il ne respectait pas certaines zones de confidentialité. Et ce qu'on va voir, c'est les deux possibilités d'accéder à ChatGPT en direct via l'interface que vous connaissez tous, qui était d'ailleurs montrée dans les précédentes capsules de Sylvie, et une interface via ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire pas en direct, en passant par un autre programme. Donc l'interface ChatGPT en direct, ça veut dire que vous avez
votre browser, vous vous connectez directement au serveur de OpenAI, qui est la société qui a développé ChatGPT. Pardon. Voilà. Pardon. Et la deuxième possibilité, on va voir les deux, c'est donc via une API. Donc, Workscope est un outil de DAO qui va vous permettre, sans sortir de Workscope, d'interroger ChatGPT. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a remarqué que ChatGPT, parfois, il faut taper des longues questions. Est-ce que tu veux bien traduire ceci ou peux-tu réviser telle phrase, faire des copier-coller? Et ça peut prendre beaucoup de temps, tandis que si on est dans l'interface, on connaît principalement les besoins des traducteurs qui vont évoluer et on peut préprogrammer et avoir accès plus facilement à l'information. Donc, on va regarder ça en live, si vous voulez bien. Donc, je passe un... Donc, ici, j'ai préparé un petit document avec quelques exemples de textes dans différents domaines. Comme ça, on va pouvoir faire quelques recherches. Ici, on va voir qu'on a des domaines médicaux, domaines sur le climat, un petit extrait d'un document que Sylvie avait utilisé la fois dernière, et puis encore un petit texte médical. Et donc, on va rapidement le charger dans l'interface et on va voir comment ça se passe. Attendez, je vais fermer ma fenêtre pour avoir accès à ça. Donc ça, c'est l'interface de Workscope que vous pouvez utiliser. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails de Workscope. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer gratuitement en visitant pro.workscope.com, donc n'hésitez pas. Donc ici, je vais faire un projet ChatGPT. Je vais traduire de anglais vers le français. Et là, le logiciel fait le processus classique, il fait une analyse du nombre de mots, mais de nouveau, on ne va pas rentrer dans ces détails maintenant. Voilà. Alors, j'arrive très brièvement de nouveau. L'interface, elle dit quoi? Elle dit on va avoir à gauche le texte à traduire et à droite, donc c'est toujours une présentation bicolone. On en parlait, Sylvie, vous n'aimez pas ça, mais les traducteurs sont habitués à cette... habitués, exactement. Voilà. Et donc ici à droite, donc avec Workscope, vous pouvez avoir accès à plusieurs sources de traduction. Et donc pour chaque segment, vous voyez ici, il va proposer la traduction DeepL, de Google Translate, de plusieurs moteurs de traduction en même temps, et il va montrer les différences. Et justement, nous, on pense qu'en avoir plusieurs, ça permet de voir ou de trouver un meilleur mot ou une manière meilleure d'exprimer la chose. De nouveau, on ne va pas rentrer là-dedans. Et on va comparer les deux solutions. Donc ici, bon, je vais prendre des exemples simples. On veut peut-être savoir, tiens, qu'est-ce que c'est, on prend cet exemple, je peux sélectionner ce texte ici, et en temps normal, si vous utilisez l'interface de ChatGPT, vous allez aller ici dans un nouveau chat, par exemple, et vous allez lui dire, explique-moi ça Ouais. en anglais, et donc What vous allez is? taper. Ouais. Ouais. On peut poser avec ChatGPT, on peut poser la question dans n'importe quelle langue, hein, ça c'est important. Et donc voilà, il répond, donc on fait un copy-paste, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je fais un copy-paste, etc. Ici, on va faire la même chose avec Workscope, donc mon texte est sélectionné, ici on a un bouton ChatGPT, et donc quand on va cliquer dessus, il va automatiquement copier le texte qu'on avait sélectionné ici dans la zone, et donc on va avoir une série de prompts, comme vous disiez Sylvie, en français vous dites comment? Des messages guides, guides, des messages, guides, voilà. oui. Donc ici, on ne va rien devoir taper de supplémentaire. On peut lui dire, tiens, donne-moi une définition, ou on peut lui demander d'expliquer. Et donc, lui va interroger ChatGPT. Donc, le message ne passe plus en direct, il passe par Workscope qu'il envoie à ChatGPT, exactement de la même manière que si vous le copiez-collez dans l'interface de ChatGPT. Bon, là, le temps de réponse, il peut varier d'un moment à l'autre. Voilà. Et donc là, on va recevoir la réponse ici, ce qui me permet, sans avoir quitté mon logiciel de traduction, d'avoir l'information dont j'ai besoin. Et puis évidemment, donc, je peux effacer parce qu'il
c'est une conversation, donc il tient compte de ce qu'on a dit précédemment. Donc parfois, c'est intéressant d'effacer. Et puis, peut faire vraiment ah oui, parce qu'on n'a pas vu, donc je vais reprendre un exemple. Donc, je vais prendre ceci, par exemple. Je vais lui demander d'expliquer. Vous allez voir qu'ici, il va me répondre en français. Pourquoi? Parce que la langue cible de ce projet de traduction, c'est le français. Si la langue cible était une autre langue, espagnole, eh bien, il répondrait en espagnol. Et vous avez toujours la possibilité de changer ça ici. Donc, si tout à coup, vous voulez poser une question autrement, qui répond dans une autre langue, qui est parfois intéressant, de nouveau, pour les variations, on peut le faire comme ça. Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut poser, ça c'est général à ChatGPT, on peut poser les questions dans n'importe quelle langue. Et il va répondre en français. Donc, ça c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... donc ici, on peut continuer à travailler ou bien... donc, imaginons que j'ai traduit ça, je corrige, peu importe. Ça, si j'ai le mémoire de traduction, elle va être connectée. Je passe au paragraphe suivant. Et puis, tiens, je veux savoir, Food and Drug Administration, de nouveau, même chose. Je peux lui demander de m'expliquer ça. Il va me donner une définition de ce qu'est la Food and Drug Administration. Et donc, on peut faire ça pour éclaircir certains termes. On peut aussi, évidemment, taper des questions plus précises. Donc, vous voyez là, il nous répond de nouveau en français, alors qu'on lui a posé une question techniquement en anglais. Donc, imaginons que maintenant, je me dis, tiens, tous ces mots, que je fais un peu moins de contexte, et je vois tous ces termes techniques complexes, eh bien, je peux décider, taper une question complète, et je pourrais lui dire, par exemple, explique les différences entre ces termes. Et là, je vais faire un paste. Simplement, je fais Enter. Et donc, tous des termes médicaux, le traducteur médical va les connaître évidemment, mais ce que je vais vous montrer, c'est que s'il y a une incertitude ou une question, on peut poser vraiment une question en prenant des parties de phrases et pour élaborer ou valider simplement le texte pour voir si on a une bonne compréhension de... Donc, mais il y a toujours un risque, ChatGPT n'est pas parfait. Ça a sorti beaucoup dans les il y médias. a toujours un risque, mais n'oubliez pas que vous êtes, dans le cas qui nous occupe ici, vous êtes traducteur médical, vous connaissez le sujet en question, donc c'est comme un assistant ou comme une vérification. De nouveau, si je prends ça et que je vais le taper dans Google, je n'ai pas plus de sécurité que l'information soit exacte, parce que peut-être je vais tomber sur un site pas Oui, spécialement précis. exactement, ou de la qualité, De l'information n'importe qui. douteuse. Oui, c'est ça, Donc, exactement. c'est vrai, mais à partir du moment où vous maîtrisez le sujet, nous, on a fait beaucoup d'essais justement en connaissant les réponses et franchement, c'est bon. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT ne va pas être bon pour donner des informations d'actualité. Il ne faut pas lui demander la météo qu'il fait à Montréal ou ailleurs. C'est plus comme une gigantesque encyclopédie qu'on peut interroger comme ça de manière... Et je vous dirais aussi que vous donnez, c'est pas un outil pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine médical, un traducteur qui commence, par exemple, un traducteur junior, dans ce cas-là, qui ne connaît pas le domaine médical, c'est peut-être pas, ça prend oui, c'est ça. Il ne va pas faire le Mhm. travail à sa place. Vraiment, Mhm. ici, c'est pour éviter que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, de pouvoir vraiment assister le traducteur. Ce n'est pas pour remplacer le traducteur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans tous les domaines. Donc, de nouveau, ici, on peut sélectionner un terme, on peut lui demander quelle est la définition. Bon, ici, vous voyez aussi, quand il souligne en jaune, ça veut dire qu'il a trouvé dans les dictionnaires qui sont en ligne, la terminologie, il a trouvé des entrées de terminologie qu'on peut aller, je fais un but de ça pour faire une parenthèse, qu'on peut aller consulter ici. Vous voyez, il a trouvé ça dans un dictionnaire des Nations Unies, un autre, ça c'est un dictionnaire médical de l'OMS, etc. Bon, revenons à ChatGPT. Donc voilà, il a expliqué ça. Alors, qu'est-ce que je peux lui demander d'autre? Je peux lui demander éventuellement, donc ici, j'ai
une phrase, je peux lui demander, est-ce que tu peux me la reformuler? Et alors, il va vous faire 2 propositions en changeant tel ou tel terme. De nouveau, c'est à vous à juger si la chose est appropriée. C'est vraiment en insistance, parfois, où la phrase est complexe, on n'arrive pas à trouver le juste mot. Et donc ici, il va faire 2 propositions et vous voyez, et ici, Workscope met en évidence ce qu'il a changé. Donc maintenant, si vous décidez, par exemple, que cette deuxième proposition aussi semble meilleure, soit vous pouvez prendre une partie de la phrase et le changer directement, évidemment, mais vous pouvez aussi dire, tiens, cette proposition-ci me convient mieux. On termine le chemin, là, vous voyez, ce n'est pas exceptionnel, mais bon, bref, pour l'exemple, je clique copie ici et va copier la phrase dans la zone de traduction. Et donc, voilà, je peux continuer et j'accepte ça. Voilà, donc ici aussi, qu'est-ce qu'on peut encore regarder? Ah oui, donc on va revenir sur un texte. Voilà, changement climatique, par exemple. Je pourrais essayer de lui dire, tiens, j'aimerais bien que tu m'extrais de la terminologie. Et donc, il va, à partir de cette phrase-là, il va essayer de vous proposer une dizaine de termes liés à cette phrase. Donc, il va essayer de comprendre le contexte. Et donc, ça va permettre de rechercher éventuellement de nouveau le terme approprié ou de l'information. Parce qu'après, vous pouvez continuer la discussion. ChatGPT, c'est vraiment comme un système de conversation. Donc, si la réponse ne convient pas, vous pouvez poser une question additionnelle sur cette terminologie. Mais ici, il va aller rechercher la terminologie liée à ce texte. Évidemment, si le texte ne dit rien de spécial, ben, il ne va pas sortir quelque chose de très intéressant, quoi. Donc, voilà. Là, de nouveau, au niveau de la vitesse, ça dépend de la surcharge de leur serveur. Vu le succès qu'ils ont, ben, vous avez peut-être pu voir, parfois c'est lent, parfois c'est rapide. C'est relativement variable. Alors, la dernière chose qu'on va... Pardon? Oui, de toute façon, on peut faire autre chose pendant que on peut faire d'autres manipulations dans la Ah oui, traduction. oui, tout On peut ne perd continuer, pas de oui, oui. temps, là. Non, 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 non. C'est ça. Et donc, voilà, vous voyez, il trouve stratégie d'adaptation, changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, tous des termes qui sont tout à fait, alors qu'à partir de cette simple petite phrase, il est capable de comprendre le contexte et les différents termes dans ce domaine. Voilà. Et comme je disais, on utilise maintenant la version 3.5 de ChatGPT, qui est la seule qui est accessible via API. La 4 est déjà bien meilleure, donc on attend ça avec impatience parce qu'on va pouvoir rajouter encore d'autres options, comme la révision automatique ou des choses comme ça. Bon, alors, un dernier exemple. Oui, ça c'était l'exemple de Sylvie. On l'a vu, on peut chercher... Ah oui. Donc ici, j'ai fait un petit exercice. Donc, j'ai traduit de manière erronée, donc à montrer des signes. Donc, on va le traduire par exemple, pardon, de manière erronée, à montrer des signes de je crois que c'est comme ça. Et je lui ai demandé de réviser ça. Donc, c'est exactement l'inverse. D'accord? Les pulsations du cœur trop hautes, c'est tachycardie, c'est pas bradycardie. Et donc, il va être capable de comprendre ça. Et ici, il n'explique pas, mais parce que les réponses peuvent varier, mais dans certains cas, il va vous dire que vous avez utilisé le mauvais terme, que vous auriez dû utiliser tachycardie et pas bradycardie. Et ça, donc, ça montre qu'il a une certaine compréhension, et ça, c'est vraiment des outils qui vont permettre d'améliorer la qualité et d'éviter des erreurs. Je veux dire, on avait fait l'exemple, je crois, Sylvie, la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, je vais par exemple dire ici une bête erreur qui peut arriver parfois en allant trop vite, par l'intermédiaire. Ah non, c'est quoi
On avait pris l'exemple des Ah, c'est oléoducs ça. d'Alberta, Alberta Voilà, Pipelines, puis voilà. les oléoducs Voilà. du Québec. On prend Oui, c'est ça, le le duc de gouvernement du Gobag Québec, voilà. et on peut mettre l'accord Canada, États-Unis, Mexique. On va enlever ça. Donc, cette phrase est incomplète et elle est incorrecte. On va lui demander de la réviser. De nouveau, tout ça peut être fait, mais ça ici, c'est un bon exemple, la révision. Si vous vouliez le faire avec l'interface normale de ChatGPT, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait copier-coller le source, copier-coller la cible, et puis poser la question à ChatGPT. C'est quand même pas facile. Tandis qu'ici, vous voyez, dans la proposition qu'il fait, il corrige l'Alberta et il voit que j'ai supprimé Mexique et donc que j'ai fait une erreur. Ce qui est en vert, c'est ce que lui ajoute par rapport à... Et donc ici, j'ai qu'à faire un copie et boum, il va aller m'ajuster le truc et là, je peux continuer ma traduction et j'ai toujours les propositions de traduction automatique, etc. Donc, ce que je veux montrer, c'est que c'est vraiment le fait que ce soit intégré, on va pouvoir rajouter des outils qui vont vraiment aider le traducteur à détecter. Il va aussi trouver, évidemment, des fautes de frappe, des fautes de grammaire. Pas toujours, mais quand même, on va essayer de réviser ça. Donc là, j'ai fait une faute à commission et à déposer. Et par exemple, comme on discutait la fois dernière, Sylvie, des bons outils, d'excellents outils comme Antidote, l'erreur qu'on vient de faire avec Alberta Québec ne seront pas détectées. Non. Donc ici, on rajoute, vous voyez, commission, il va le détecter, il a détecté l'erreur de grammaire aussi. Et puis, il suggère que prévu serait mieux dans l'accord de libre-échange américain, prévu par l'accord. C'est vrai que c'est plus joli peut-être, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc, voilà, nous, on pense que ça peut aider à améliorer la qualité des textes, éviter certaines erreurs, faciliter votre travail, le fait que ce soit intégré directement dans WordScope. Voilà, donc je vais en rester là déjà parce que je vois qu'il est 8h27. Je reviens à mon PowerPoint, on va parler de confidentialité. Donc, je redémarre. Ah, voilà. Donc, voilà, on avait vu ça. Alors, voilà, il y a deux choses importantes ici. Quand vous utilisez l'interface de ChatGPT, soit vous utilisez la version gratuite, soit vous utilisez un abonnement vous avez pris auprès de OpenAI. Quand on a un accès via une API, par exemple, dans le cas de WordScope, vous n'avez pas besoin d'abonnement de ChatGPT puisque vous utilisez l'abonnement de WordScope. Donc ça, c'est une première chose. Certains outils de TAO qui ont ce qu'on appelle des plugins, parfois, ils n'ont pas ce système-là. Ils vont vous demander quel est le code de votre abonnement. Et donc, ça présente peut-être un risque de sécurité. Mais en l'occurrence, par exemple, dans WordScope, on utilise l'abonnement de WordScope. Alors, pourquoi ça, c'est intéressant au niveau de sécurité? Parce que si j'utilise l'interface de ChatGPT, vous voyez là mon slide avec les questions 1, 2, 3? OK. Je demande de temps en temps pour être sûr. Donc, on a l'interface de ChatGPT. Disons que c'est mon ordinateur, que je suis traducteur. Toutes les questions que je pose dans l'interface de ChatGPT sont directement envoyées à la firme ChatGPT et c'est sur leur serveur. Et s'ils veulent, ils peuvent savoir que Philippe a posé la question 1, 2 et 3 dans cet ordre-là. Ça, c'est en utilisant directement l'interface. Maintenant, si on utilise ChatGPT via une API, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ordinateur de Philippe envoie les questions 1, 2, 3, non pas à ChatGPT, mais les envoie au serveur de WordScope. Après, c'est le serveur de WordScope qui envoie ces mêmes questions à ChatGPT et qui renvoie la réponse par le chemin inverse. Donc, pour ChatGPT, celui qui interroge, c'est WordScope et ce n'est pas Philippe. Alors, si une deuxième personne, ou 5 ou 1000, ou peu importe, à partir d'un autre ordinateur, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, elle envoie ces questions qui ne sont pas envoyées en direct puisqu'elle utilise l'abonnement de WordScope, envoyées à ChatGPT. Et au final, qu'est-ce qui se passe ici à droite? C'est que pour ChatGPT, il a reçu 5 questions
Et ces 5 questions sont dans un ordre mélangé et viennent de l'ordinateur de WorkScope, et donc il ne sait pas in fine de qui. D'accord? Donc ça Oui. met un niveau de confidentialité important parce que, toutes les questions sont mélangées. Là, on parle de 2 traducteurs, mais si vous en avez 50 qui posent une question à un, ça n'a plus aucun sens. Et deuxièmement, il ne sait pas que ça vient de traducteur 1 ou traducteur 2. Ça, c'est très important au niveau de confidentialité. La deuxième chose qu'il faut savoir au niveau de confidentialité, c'est que OpenAI, il spécifie clairement que si vous utilisez l'interface de ChatGPT, pour améliorer leur système, ils peuvent regarder et réutiliser les données. Dans le cadre de l'API, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un deuxième niveau de confidentialité. Je crois que pour la version avec l'interface de ChatGPT, vous pouvez faire un opt-out, donc dire « je ne veux pas », mais alors vous perdez l'historique et vous perdez beaucoup d'informations. Donc voilà, ça me semble important au niveau confidentialité, de dire qu'en passant par un WorkScope agit comme un pont qui fait que ces informations ne sont pas divulguées, ou en tout cas sont très mélangées et deviennent très compliquées à gérer pour... Et aussi, nous, on est tenus ici, j'imagine aussi en Europe, de s'engager à ne pas mettre de texte de nos clients dans Google Translate ou tous ces outils-là. Là, en fait, quand vous parlez de questions, ça peut être segment par segment, donc ils ne peuvent pas Exactement. reconstituer le texte du client, là. Ça peut être un segment complet ou les questions comme on les a posées. Mhm. Mais par exemple, nous, on n'utilise pas actuellement ChatGPT comme outil de traduction automatique, mais si c'était le cas demain, de nouveau, on envoie segment par segment, et donc tout est mélangé in fine quand ça arrive sur les ordinateurs de destination, puisque quand vous traduisez une phrase, l'autre l'envoie en même temps, etc., et tout devient mélangé. Et donc, et en plus, le client pour le serveur destination, que ce soit OpenAI ou DeepL ou d'autres, le client, c'est WorkScope. Donc, si vous travaillez pour le bureau de police locale, ChatGPT ne sait pas que ce document vient du bureau de police locale. Donc ça met 2 couches de confidentialité qu'on n'a pas dans l'interface en direct, sans compter les autres avantages. Mais comme vous pensiez que c'était important, Sylvie, qu'on parle de Ah oui. confidentialité, voilà. Je Oui. ne sais pas si j'ai été clair dans la différence entre cet accès-là, un accès direct et un accès indirect comme celui-ci. Moi, je pense que oui. Bon, voilà, moi je pense que comme je dis, je ne veux pas rentrer dans tous les détails du logiciel parce qu'on en aurait pour bien plus longtemps. On avait dit qu'on se concentrerait sur ChatGPT, donc si vous avez des questions, OK. on Est-ce peut... qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Gabriel, je vais te laisser la parole. Tu avais préparé tes questions? Oui, ça sort peut-être un peu du cadre de la présentation, mais là, ce que je comprends, c'est que Wordscope nous permet d'utiliser donc des fonctionnalités de ChatGPT qui vont être comme intégrées directement à notre outil de traduction. Exact. Là, ce que je me demandais, c'était est-ce que Wordscope serait du coup utilisé un peu en complément à d'autres outils ou ça agit comme outil lui-même? C'est un outil lui-même, oui. Oui. OK, C'est donc, pas un plugin pour un autre outil. Ce qu'on a voulu faire dans WorkScope, donc, comme je vous disais, c'est de mettre tous les outils qu'on peut mettre. Donc ici, vous voyez, quand on traduit un segment, on a les propositions de machine translation, on a mémoire de traduction qui sont aussi inclus. Si on va voir dans les paramètres, on a toute une série de glossaires terminologiques qui sont incorporés dans WorkScope. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de vous donner un maximum d'informations pour, comme je disais au début, éviter de devoir avoir 20 onglets ouverts pour les regarder ici ou là. OK, donc pour un traducteur débutant, par exemple, qui se demanderait euh, quel outil pourrait utiliser là, pour commencer sa carrière dans la pige, par exemple, donc Wordscope aurait vraiment ces fonctionnalités-là comme avantage là, par rapport à d'autres outils comme Trados ou MemoQ. Je pense que certains ne connaissent pas les derniers développements de ces outils, mais bon, ils ont évidemment des mémoires de traduction, traduction automatique, ça existe aussi. Mais ici, vraiment, ce qu'on a voulu en mettre, c'est souvent, ces outils ont un moteur de traduction automatique. Nous, vous pouvez vous-même décider pour ce projet
de nouveau, je réouvre, d'activer tous ces moteurs de traduction. Puis, si vous trouvez que DeepL ne vous donne pas des bons résultats, vous le désactivez en créant un clic. Si vous voulez avoir une mémoire de traduction, vous pouvez la créer. Si vous en avez ici, vous l'activez dans le projet, vous pouvez cliquer. Donc, on avait vraiment... Donc oui, il peut essayer directement en allant sur ce site. L'avantage aussi, c'est qu'il ne faut rien installer. C'est accessible de n'importe où. Il ne faut pas faire de mise à jour, des choses comme ça. Voilà. Et donc, et aussi, ce qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin d'un abonnement de ChatGPT, pas besoin d'un abonnement sur d'autres outils de machine translation qui sont dans l'abonnement Workscope. Yves, maintenant, il y a une question. Merci, Gabriel, pour ta question. On va laisser la parole à Yves. Oui, merci beaucoup pour tout ça. Vous avez mentionné au début, vous avez parlé de nos mémoires de traduction, mais je n'ai pas compris comment Wordscope peut les utiliser concurremment avec ChatGPT. En fait, donc, quand vous traduisez un document, donc ici, si on va ajouter de mémoire de traduction, on a ajouté de mémoire de traduction au projet, voilà. Donc, comme je n'ai jamais traduit ce texte, je n'ai que des propositions de machine translation, d'accord? Donc, je fais mes corrections, donc je vais dire, je fais ma correction ici, j'avance, et au fur et à mesure, ce que je fais s'enregistre dans ma mémoire de traduction. Si je devais recharger maintenant ce projet, et ce qui est important de dire aussi, c'est que si vous travaillez à plusieurs sur un projet, dès que je traduis cette phrase-là, 2 minutes après, elle est disponible pour votre collègue, s'il est un peu plus loin dans le document. Donc, vous voyez maintenant ici, dans les propositions de traduction qu'on a sur le côté, en premier lieu, il me montre ce qu'il y a dans la mémoire de traduction, évidemment. Et puis, il me montre encore les propositions de traduction automatique pour vous donner un maximum. Alors, si vous voulez maintenant, pour une raison ou une autre, dire cette traduction-ci me semble bonne, il suffit de double-cliquer, il va la copier dans l'interface. Puis vous avancez, et ChatGPT est là. Si vous avez une question, tu dis, tiens, ça malgré tout, je ne comprends pas, vous cliquez, et là, vous pouvez poser les questions que vous voulez, comme on a vu maintenant. Ce que je veux dire aussi, cependant, c'est, je parle des mémoires de traduction qu'on a déjà, soit que le client nous envoie ponctuellement pour le travail en cours, ou s'il nous envoie d'autres mémoires de traduction, ou si on a des mémoires de traduction, nous, qu'on a accumulées depuis longtemps. Oui, en fait, tous les outils, normalement, permettent d'exporter au format TMX. Et ici, quand vous avez une mémoire de traduction, vous pouvez importer la mémoire qui viendrait d'un autre outil. OK. Puis les mémoires comme ça qu'on a déjà, ils vont s'afficher aussi en priorité avant les résultats de ChatGPT? Toujours avant les résultats de tous les outils qu'on met, on considère évidemment que la mémoire de traduction est la priorité absolue, quoi. OK. Merci. Aussi, moi, j'avais une question. Vous parlez de votre abonnement. On sait que nous, en tout cas au Canada, là, un abonnement à ChatGPT, c'est à peu près 35 $ par mois, en dollars canadiens, donc. Et puis là, si on prend l'abonnement Workscope, là, je sais que vous êtes en euros, là, c'est inclus dedans. Alors, ça, en dollars canadiens ou en euros, là, c'est combien par mois un abonnement Workscope? À peu près, là, je crois qu'on avait vu, Gabriel, on avait eu quoi, 79 € ou 79 $? Je me souviens plus si c'était en euros. Je crois que c'était en dollars. En dollars canadiens. Oui, en dollars canadiens, sûrement. Je dirais 60 $ canadiens, oui. 60 $. Donc, OK, donc 60 $ qui comprend le 35 $ par mois de ChatGPT. Absolument. Absolument. OK. Et vous allez avoir bientôt, parce que nous, dans la version publique, c'est ça qu'on a vu, on a déjà accès, comme vous disiez tout à l'heure, à la version 4, mais ça va être très bientôt possible avec Wordscope. Dès qu'elle est disponible via API, on va l'utiliser actuellement. Même si vous l'utilisez avec l'interface de ChatGPT, je crois que vous pouvez faire maximum 25 questions ou choses comme ça, c'est limité. Et dès qu'elle sera disponible, elle sera disponible dans Wordscope, mais actuellement, l'API n'est pas disponible. Version 4. Et on attend avec impatience parce qu'il y a beaucoup d'améliorations. Et on attend surtout avec impatience qu'ils mettent plus de vitesse aussi dans le temps de réponse, parce que ça va vraiment permettre de faire beaucoup de choses encore en plus. Mais de toute façon, on suit ça vraiment presque au jour les jours. Dès qu'il rajoute quelque chose, on ne mettra que quelques jours à le rajouter. Donc,
Je vous avais posé aussi une question sur parce que c'est ce qui manque cruellement dans les applications comme la vôtre. C'est un outil de reconnaissance vocale qui aiderait les traducteurs et puis qui aiderait justement aussi à tirer parti de ChatGPT. Est-ce que vous envisagez d'intégrer un outil de reconnaissance vocale un jour Pas pour dans l'instant. votre scope? Non, OK. non, pas pour l'instant, OK. parce que oui, en édition, je vais dire, comme on fournit déjà quantité de possibilités, vous voyez, si on choisit une groupette, s'il fallait utiliser la reconnaissance vocale pour dire, tiens, je veux changer ça ou ça, ben, ça devient compliqué. Ici, ce qu'on voit, c'est, tant que je le vois, c'est le correcteur grammatical qui, évidemment, ne connaît pas ces mots-là. Sinon, quand on va faire une petite erreur, on n'a pas vu encore, mais Ben, en fait, ce dont vous m'aviez parlé, vous m'aviez fait prendre conscience, c'est que la reconnaissance vocale est peut-être moins intéressante ici parce que le temps de dicter aussi encore là, la commande là, à la reconnaissance vocale, corrige-moi ça ou rajoute des ben, c'est caractères ça. gras, déplace-toi 3 lignes en haut, 3 lignes en bas, ou segment plus bas. Je vois pas comment on pourrait le faire. Ouais. Je vois pas comment. C'est ça, effectivement. Parce que maintenant, justement, on va dès que ChatGPT va avoir de la vitesse, on va pouvoir éventuellement faire de l'interrogation même automatique pour chaque segment et comme un correcteur orthographique, le signaler directement, ce qu'on ne peut pas faire encore actuellement parce que le temps de réponse est trop lent. Mais à ce moment-là, je veux dire, tous les outils seront intégrés pour corriger plus rapidement que la reconnaissance vocale pourrait faire, effectivement. C'est ça. Et puis, donc, oui, une autre question que je voulais vous poser. Les concurrences qu'on retrouve dans Antidote, je sais, vous m'avez dit Antidote, c'est moins intéressant dans la réalité de l'Union européenne parce que vous avez énormément de combinaisons de langues alors qu'Antidote est limité à je n'ai pas dit qu'il était moins l'anglais-français. intéressant. Oui, j'ai dit que Non, on intéressant dans augmentait. le sens de réalité. Non, non, je sais que c'est un très bon outil, on s'entend là-dessus de part Voilà. et d'autre, mais c'est moins intéressant pour votre réalité, c'est ce que je voulais dire par rapport à notre réalité. Par contre, notre réalité, c'est que les clients nous demandent tous, ils veulent tous qu'on utilise Antidote, on est obligé d'utiliser Antidote. Et on a une belle section sur les co-occurrences. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable? Vous savez ce que je veux dire, la co-occurrence, avec tel mot, avec tel nom, vous utilisez tel verbe. Et puis, Antidote est très vivant de ce côté-là et ils se tiennent beaucoup à jour. Alors, les co-occurrences évoluent comme la terminologie, comme plein de choses. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus? Ben, nous, on a quelques outils grammaticaux et orthographiques qui sont connectés et qu'on voit ici. Donc, si je vais faire il va détecter quand même pas mal de choses. Vous voyez ici, je peux cliquer, il va me dire, voilà, telle et telle suggestion qui seront bonnes ou pas bonnes suivant. Il va détecter des doublons. Donc, quand on fait l'édition, souvent, on laisse un mot 2 fois, on fait un Oui, absolument. copier-coller. Ça, Et voilà, donc ici, il apparaît, et donc j'ai qu'à cliquer, il va me le remettre. Donc, il va corriger, détecter des pléonasmes, détecter plein de choses. Peut-être pas aussi bien qu'Antidote, ça, on n'a pas fait de comparaison, mais voilà, il y a déjà cette quantité de choses sur lesquelles on va attirer votre attention, ça c'est clair. Alors, à ce moment-là, ce que je vous poserais comme question, étant donné que, parce que ce n'êtes pas les seuls, je voudrais avec MemSource, qui s'appelle maintenant Phrase, qui a été racheté par Phrase, on doit exporter, parce que c'est la même chose, c'est un outil européen, donc ils n'ont pas intégré Antidote et ils ne semblent pas intéressés à le faire à court terme. Donc, on est obligé d'exporter en .doc notre fichier et là, on le passe à Antidote et on le téléverse ensuite dans Phrase, pour reprendre cet exemple-là. Est-ce que ce serait possible de prendre notre traduction, de l'exporter en .doc, de passer Antidote et de le téléverser notre fichier de nouveau une fois corrigé? Non, ça pas. Le télécharger, bien sûr, évidemment, quand la traduction est terminée, vous pouvez télécharger le document traduit ici. Mais le téléverser une Non, fois corrigé? non, OK. non. Ça, Je vois pas. si vous voulez nous avoir, ça, je vous proposerais, si vous êtes capable de le faire, d'ajouter cette possibilité-là parce que nous, ça va faire, comme je vous dis, ici, on est tous obligés, tous les clients, le gouvernement,
les grandes organisations, les cabinets de traduction, tous nous obligent à utiliser Antidote. Ah Et ben, je 3 prends fois je plus prends que bonne nous. note de ça. Ouais. Ah, Mais à mon oui, avis, ce sera plus facile pour nous de l'intégrer que donc je vais demander qu'on se renseigne pour voir si on peut l'intégrer. Oui. c'est une bonne idée. Vous allez faire des heureux. Parce qu'ici aussi, ce qui est important, justement, à propos des mises à jour, ben, comme on le sait tous souvent, bon voilà, vous traduisez avec un logiciel TAO et puis vous l'envoyez à votre client, mais votre client, il n'a pas le logiciel Trados, même source, phrase ou autre, et donc il fait les corrections dans le fichier Word, puis vous les renvoie, et puis vous devez perdre votre temps Exactement. à À tout réencoder, rentrer ça avec le risque d'erreur. le cauchemar de tout le monde, et avec le risque d'erreur additionnel. Tandis que ici, par exemple, à WordScope, comme c'est une application en ligne, vous pouvez dire, tiens, je passe en mode relecture, et cette URL, vous pouvez l'envoyer à votre client qui va pouvoir faire les corrections directement dans le logiciel. Et il y a même, de nouveau, il faudrait faire si ça intéresse quelqu'un, on pourrait faire une formation approfondie là-dessus. Il y a par exemple Oui, ça nous intéresse. Oui. Beaucoup de traducteurs nous ont demandé, ils ont dit, oui, mais moi, je ne veux pas que mon client voit que j'utilise des outils de traduction automatique ou veut pas qu'il voit que j'ai utilisé possiblement ChatGPT. Alors, on a rajouté ici un onglet Projet Security qui permet de dire, tiens, quand j'envoie un lien anonyme au client en révision, je ne veux pas qu'il puisse voir les suggestions de traduction automatique. Je ne veux pas qu'il puisse voir les glossaires. Je ne veux pas qu'il puisse voir ChatGPT. Et donc, l'interface se réduit à peau de chagrin. Mais ce qui est important, c'est que toutes les corrections qu'il va faire dans l'interface, d'abord, vous allez pouvoir les voir, parce que dès que je fais une correction ici, bien, le système enregistre qu'une correction a été faite et après, vous pourrez les repasser en revue. Et deuxièmement, elles sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de traduction, donc vous n'avez rien à faire. Fantastique. Et donc ça peut faire des gains de temps quand même considérables. Ah, absolument, absolument. Je trouve que c'est bien. Alors, vous parlez d'une autre formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça pourrait être, cette formation-là, que vous pourriez nous donner? Les options là, que je vous montre en 5 minutes, c'est peut-être un petit peu rapide, donc il faudrait faire un projet plus complet et qu'on regarde toutes les options du logiciel. Ça, on peut faire oui, à la demande. S'il y a quelques personnes intéressées, on peut organiser sans problème. Yves, tu avais une question? Oui, c'est autre chose que vous avez dit vers le début. À un moment donné, à droite, il y avait plusieurs solutions qui ont été données. Bon, celle de Google Translation, celle de je ne sais pas trop quoi. Oui, il y a plusieurs. Vous avez dit, on ne s'attardera pas sur ça. Cependant, ça m'intéresserait. Au sens c'est ce que je viens de dire. Mais moi, j'ai été vraiment le plus bref possible, évidemment. Parce que Sylvie me demande de faire une présentation de ChatGPT et en une demi-heure, on n'a pas le temps de faire le tour de tout le logiciel. Parce que ce que ça touche, ça, c'est que j'ai pas un bon 2 ans, j'ai beaucoup utilisé quelque chose que vous connaissez sûrement qui s'appelle GT40, qui donne un certain nombre de résultats. Il y a, je pense, on a dit à 25-30 moteurs de traduction automatique, dont une bonne demi-douzaine qui font français-anglais, anglais-français. C'est ce que je fais, anglais vers le français. J'en choisis généralement 5, 6. Puis, je ne sais pas s'ils vont ajouter ChatGPT, je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Mais ce que je veux dire, c'est je l'ai beaucoup utilisé pendant un certain temps, d'une façon intensive, jusqu'à venir un moment où, selon le genre de traduction, je vais en choisir un ou deux. Je me demande si vous avez exploré un petit peu dans ce sens-là. Ben, c'est exactement ce qu'on fait, c'est de dire que voilà, on met en évidence les différences entre les différentes propositions, Google Translate, etc. Et puis, on remarque souvent que de temps en temps, ben, il y a un plus beau mot ici ou là. Et donc, le fait d'avoir plusieurs propositions, nous, on trouve que ça améliore la qualité et ça aide le traducteur. Parce que parfois, c'est un moteur qui est meilleur, parfois, c'est l'autre, parfois, un mot est meilleur. Et donc, ça a vraiment beaucoup d'intérêt
d'avoir cette information en plus. Et je rajouterais aussi que vous avez traduit dans vos moteurs pour les gens comme Yves qui travaillent pour le bureau de la traduction. C'est très important parce que le corpus est essentiellement constitué de textes canadiens. Attention, on a traduit en traduction automatique. Il n'est pas possible d'interroger le concordancier de traduit parce qu'il ne fait pas ce qu'on appelle du fuzzy match. Mais je dirais que justement, GT40 dont je parlais avant, il l'a traduit. Je pense que c'est même de ceux qui l'auront suggéré puis l'ont adopté. Puis c'est pas mal efficace. Mais quand on parle de traduit, c'est important de dire qu'il se nourrit exclusivement, puis c'est dans le bon sens, des sites du gouvernement du Canada. Ah, absolument. Les sites du gouvernement du Canada, c'est tellement vaste, il y a tous les ministères, les sous-ministères, et puis dès qu'on fait quelque chose de gouvernemental, ça vaut la peine d'utiliser Traduit. Oui, et là, justement, vous pouvez dire, bien, je ne veux pas être dérangé, pollué ou ce qu'on veut, et donc vous pouvez dire, ben voilà, je déconnecte tout et je vais juste garder Traduit et éventuellement un autre comme moteur de traduction. Et donc là, dès qu'il va passer, il ne va pas changer ce qu'il a fait là maintenant, mais dès qu'il va passer au segment suivant, ben, vous n'avez plus interroger que Traduit. C'est marqué Canada en plus. Et ça, vous pouvez changer live, comme vous voyez, je viens de le faire en plein milieu du projet. Je peux rajouter de mémoire, en enlever, le remettre, l'enlever. Je peux prendre une minute pour vous demander si vous avez l'équivalent. Toujours GT40. Cependant, plus tu demandes de mémoire de traduction, plus ça coûte, disons, un petit peu plus cher. Est-ce que vous avez l'équivalent? Si je me déconnecte, j'en garde juste une, est-ce que ça va me coûter moins cher que… Non, ça ne change rien. OK. Alors, voilà. Et c'est quoi? Vous me dites GT40, GT40? GT40, autrement dit, GT, la lettre, le chiffre 4. Golf, oui. GT4, le chiffre 4, T. On devine que GT a déjà voulu dire Google Translation. Maintenant, il y a une série de moteurs. Puis on s'abonne, on paye à l'utilisation. Si on passe un mois sans l'utiliser, on n'est pas débité. On paye par million de caractères. D'accord. C'est super intéressant. Yves, est-ce que tu pourrais mettre dans le chat, parce qu'il y a aussi Ghislaine qui voulait avoir de l'information là-dessus. Peux-tu mettre un petit peu plus d'informations sur GT40, peut-être un lien? GT40, je pense bien que c'est GT40.com, mais de toute façon, tu demandes dans Google GT4T, tu tombes dessus dans les premiers. Ah, Bruno vient d'ajouter l'information, oui, c'est ça. Oui, Bruno est l'utilisateur de GT40 aussi, je sais. C'est de lui que j'ai pris ça. Merci beaucoup pour ces informations. C'est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres informations, d'autres questions que les gens voulaient poser? Mais moi, je voulais, je voulais savoir si… Eva, je peux? Vas-y. Oui, c'est ça. Je voulais juste savoir quel format de document que WordScope peut ouvrir. C'est-tu Word, JPEG, PowerPoint? Non, pas JPEG. Pas JPEG, ce sont des images, ça sûrement pas. Pas PDF non plus. Pas PDF non plus. OK. Non, parce que PDF, c'est toujours une source de problème à partir du moment où vous éditez un document en PDF. 9 fois sur 10, tout le layout va être perdu. Et donc, nous, ce qu'on conseille dans ce cas-là, c'est de le convertir en Word et puis corriger la mise en page et seulement à ce moment-là commenter la traduction. Donc oui, vous pouvez télécharger tous les formats Office, OpenOffice aussi, donc Doc, Excel, PowerPoint, InDesign, HTML, une quantité de formats. OK, merci. Ça répond à ta question, Eva? Oui, merci. Est-ce que tu serais intéressée par une formation plus approfondie? Oui, ça se peut. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça t'intéresserait? Oui, moi, je lis le SDL, mais je trouve que c'est important aussi qu'un logiciel puisse ouvrir le plus de formats de documents, étant donné que ça simplifie la vie, moins de temps, tu as tout le layout déjà fait, tu n'as pas à t'inquiéter que pour la traduction, en fait.
Donc, Philippe, devant l'intérêt qu'un atelier suscite chez les participants, qu'est-ce que vous proposez comme, ça serait un atelier d'1 heure ou comment vous voyez ça? Oui, c'est ça, en 1 heure, on peut faire déjà un bon petit tour, peut-être pas tout le tour parce que, comme je disais, il y a d'autres fonctionnalités, par exemple de partage, on peut splitter un projet entre plusieurs traducteurs, c'est le système qui va s'occuper de découper. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités et c'est peut-être mieux de pas tout mettre, en une fois. Donc oui, on pourrait faire un bon tour en 1 heure si ça intéresse. 1 heure et puis peut-être, s'il y en a d'autres qui... Est-ce que vous offrez des formations sur votre site WorldScope ou comment? Sur le site, non, il n'y a pas de Il y a formation. des vidéos, des tutoriels un peu, là, si on peut dire? Oui, on a commencé à en mettre certains petits, mais rien de... parce que on dit pour utiliser le logiciel de traduire un document, vous n'avez pas besoin de formation, ça va vous prendre 5 minutes. Vous avez vu, j'ai téléchargé un document dessus, je clique Next et c'est parti, quoi. Il y a une quantité d'options qui sont mises par défaut, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres options qui ne sont pas cachées, mais qu'on a ajoutées à la demande des traducteurs, comme celle que je disais, par exemple, pour la révision. Que peut-être vous n'allez pas voir et qui sont super intéressantes. Diviser un projet, partager une mémoire de traduction, importer, vous en parliez. Il y a beaucoup d'options qu'on pourrait faire le tour. Oui. Bon, bien, c'est parfait. On en Alors, reparle, on en reparle. Sylvie. Oui. Oui, on en reparle. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y avait autre chose? On peut terminer là. Plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'on pourrait passer encore 1 heure. Alors, sinon, vous avez mon email où je vais le mettre là. Et oui, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou bien si je ne réponds pas, parce que ça m'arrive quand même de dormir, à support@wordscope.com, et là, on est assez réactif en général. C'est ça, on a 6 heures de décalage horaire, c'est ça qu'il faut Voilà, passer. voilà. Là. Faut passer. OK, enfin, j'espère que j'ai répondu à vos attentes, Sylvie, que c'était clair. Oui, moi, j'ai trouvé. Je pense que les participants aussi sont contents. Oui, Oui, très merci intéressant. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Et à à bientôt vous. alors. À bientôt. Alors, je vais mettre l'enregistrement de notre rencontre d'aujourd'hui sur la page de Tradinter, la page Facebook, et dans la chaîne YouTube Tradinter Formation. Alors, ça va être là dans quelques minutes. Le temps que ça se charge. Je mets aussi le lien pour essayer WorldScope si vous voulez. Oui, je vais le mettre justement sur la chaîne YouTube. Il y a un petit espace dans la description. Je vais aussi le rajouter là aussi en plus. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Merci, Sylvie. Merci d'avoir pensé. Merci d'avoir organisé ça, Sylvie. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci.